Police nationale, vous écrivez ce livre en tant que chercheur avant tout. Alors ce livre, c'est la révolution antiterroriste, ce que le terrorisme a fait de nous. Tout est quasiment dit dans ce titre. Alors dans ce livre, vous dressez un bilan assez critique, on peut le dire, de la politique antiterroriste menée depuis plus de 15 ans en France. Déjà, je voulais savoir, selon vous, les différents dispositifs de sécurité mis en place justement par le gouvernement français nous empêcheraient-ils de voir le vrai visage de la menace terroriste? C'est ça en fait? Alors, d'abord, je voudrais préciser que je n'ai jamais été directeur général de la police nationale, même si j'ai occupé un certain nombre de fonctions au sein de cette direction générale. Oui, il faut bien considérer que, notre politique antiterroriste a changé. Elle a changé depuis environ une vingtaine d'années. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est moins une critique frontale qu'une invitation à son évaluation. Maintenant qu'elle a pu produire ses effets depuis environ 15-20 ans. Et elle a changé sous une double influence. Elle a changé sous une influence extérieure, en quelque sorte, étrangère, de pays de tradition communautaire et de religion d'État qui ont en quelque sorte imposé leur modèle à la France. Ça n'était pas le modèle français au départ. Je veux parler bien évidemment des pays anglo-saxons. Et là, on a adopté un modèle qui remet en cause en quelque sorte un certain nombre de nos principes républicains, dont la laïcité. Par exemple, la lutte contre la radicalisation. Et puis une deuxième influence qui est la peur. La peur, les marchands de peur s'en sont emparés, les partis qui profitent de ce sentiment, la peur bien légitime, après les attentats, notamment celui du Bataclan et ceux qui ont suivi. Et cette peur bien naturelle dans l'opinion publique a été récupérée par un certain nombre de partis, par un certain nombre de marchands de causes et de sécurité privée, et tout ça pour un discours qui désormais irradie dans le champ politique et je pense remet en cause un certain nombre de principes. Oui. Et vous nous rappelez justement ce que c'était l'antiterrorisme à la française avant, donc? Alors l'antiterrorisme à la française avant, d'abord était basé sur des principes purement laïques, c'est-à-dire qu'on combattait de la même façon les terrorismes islamistes, entre guillemets, mais également corse, basque, d'extrême droite et d'extrême gauche. Et ce qui a évolué maintenant, c'est qu'on est passé d'une police de l'acte pur à une police du comportement avec la lutte contre la radicalisation. Et ça, c'est peut-être un peu dommageable. En tout cas, ça porte sans doute préjudice au tissu, je dirais, social, au tissu républicain, puisque cette lutte antiterroriste doit être faite au nom du peuple français dans son ensemble, et que toute faille à l'intérieur de ce pacte républicain, je pense notamment à une faille qui pourrait survenir entre la communauté musulmane et le reste de la société française, serait dommageable à l'efficacité proprement dite de la lutte. Et vous pointez du doigt d'ailleurs la privation de liberté individuelle également. Alors la privation de liberté a été largement dénoncée depuis des années par un certain nombre d'ONG et d'associations de défense des droits de l'homme. C'est moins mon combat que le combat de l'efficacité. Alors c'est vrai que cette lutte antiterroriste pose un certain nombre de problèmes de liberté fondamentale. Mais il pose surtout des problèmes d'efficacité. Et là, je pense que c'est plutôt sur ce créneau-là qu'on devrait avancer et peut-être proposer, oui, une évaluation de ses effets et de son efficacité. Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour, selon vous, quels seraient les ingrédients pour que ça fonctionne mieux donc? Alors, dans mon livre, je parle d'un certain nombre de batailles qui restent à mener. J'en cite trois, très rapidement. Il y a la bataille de l'intelligence. Je pense qu'on devrait plus asseoir notre combat antiterroriste sur les facultés académiques, sur l'université, sur notamment les sciences humaines et sociales qui ont beaucoup à nous apporter, si tant est qu'elles puissent guider l'action des services, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je parle de la bataille des mots. Il y a tout un terrain sémantique à regagner dans la lutte antiterroriste et on devrait s'interroger sur la manière dont on parle du terrorisme, la manière dont on parle de religion quand on parle de terrorisme, dont on parle de guerre. Et là, je pense que ce terrain sémantique à regagner est absolument fondamental. Et puis, peut-être qu'il y aurait une troisième bataille qui serait celle du soupçon, c'est-à-dire essayer de
réagréger l'ensemble de la société pour lutter contre le terrorisme et qui serait le prix de son efficacité aujourd'hui. Mais après, vous pouvez comprendre aussi que les citoyens français ou d'autres pays qui sont touchés par le terrorisme, ils ont besoin d'actions concrètes, pas de choses vraiment qu'ils peuvent voir au quotidien. Ils réclament d'ailleurs un peu plus de sécurité, même des fois aux dépens d'une certaine liberté. C'est clair. Aujourd'hui, les citoyens français, et les sondages l'attestent, sont prêts à renoncer à un certain nombre de libertés pour prix de leur sécurité. Je crois qu'il faut être pédagogue et leur faire comprendre que ce n'est pas en renonçant à leur liberté qu'ils augmenteront leur sécurité. Je ne dirais pas au contraire, mais ce couple infernal liberté-sécurité n'a pas lieu d'être en la matière. Alors, les gens ont besoin effectivement de voir du concret et ça marche. Justement, tout à l'heure, je parlais des partis identitaires, des partis qui profitent de cette peur bien légitime. Eh bien, malheureusement, le contre-terrorisme aujourd'hui, qui est justement un des changements dont je parlais tout à l'heure, qui est nouveau, le fait que 85% des Français aujourd'hui, c'est énorme, sont justement favorables à l'élimination, par exemple, des djihadistes français en territoire étranger. Bon. Ça peut paraître effectivement très concret, peut-être très rassurant pour ces 85%. Il faut leur expliquer que ce n'est pas ça qui résoudra le problème et qu'au contraire, ça peut être contre-productif. Et donc, il y a tout un travail, je dirais, pédagogique à faire pour justement ramener la République et le bon sens dans la lutte antiterroriste. Est-ce qu'à votre avis, la réponse judiciaire qui sont données aux affaires de terrorisme est à la hauteur actuellement en France ou pas? Bien sûr, elle l'a toujours été. Les magistrats disposent de tous les outils nécessaires avec l'association de malfaiteurs terroristes pour lutter contre le terrorisme. Les marges de manœuvre et de progrès sont dans ce sens et dans ce domaine assez limitées, je crois. Et au niveau des services de renseignement, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont encore à la hauteur? Il faut faire plus, il faut aller davantage sur Internet, peut-être moins dans les écoutes téléphoniques, être plus sur le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients à apporter aux services de renseignement français? Le problème touche moins les services de renseignement que tout ce qui tourne autour. Les services de renseignement sont depuis longtemps en ordre de marche. Il y a eu des changements de structure depuis un moment, et notamment le fait de désigner chef de file un des services qui concourent à la lutte antiterroriste. Ça a amené sans doute un peu de cohérence. Ça réduit peut-être aussi un peu la focale de compréhension du phénomène terroriste. Enfin bon, là aussi peut-être qu'un bilan s'imposerait, mais en tout cas, les services sont, je dirais, en ordre de bataille et relativement efficaces si on les compare par exemple aux services de pays étrangers. Non, je pense que ce qui obère un petit peu l'efficacité de la lutte antiterroriste, c'est ce qui se passe autour. C'est les médias, un certain nombre d'entre eux en tout cas, la parole politique, évidemment, qui malheureusement met souvent de l'huile sur le feu à mauvais escient. Oui, j'allais justement rebondir dessus. Vous dites, vous employez un terme qui est assez fort quand même dans votre livre, vous parlez d'idéologie quand vous évoquez l'antiterrorisme. Et vous allez jusqu'à dire qu'il y a des enjeux politiques, voire électoralistes, dans la lutte antiterroriste. C'est fort comme concept. Mais le gros problème, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une espèce de consensus, il y a l'effet TINA, en quelque sorte, le There is no alternative, qui va en gros de la gauche libérale à la droite extrême, où on considère que tout le monde croit que les recettes sont les mêmes et que il y a un consensus général sur aujourd'hui la politique antiterroriste qui introduit l'idée que il y aurait sans doute pas vraiment de différence de nature, mais uniquement des différences de degré entre une politique antiterroriste qui serait de droite, d'une gauche libérale et des partis identitaires. Et rendrait du coup concevable l'idée d'un changement de régime et rendrait concevable l'idée que finalement, si demain l'extrême droite arrivait au pouvoir, eh bien, elle n'aurait qu'à mettre les pieds dans les chaussons des régimes qui l'ont précédé. Je crois que le problème de la lutte antiterroriste aujourd'hui, c'est que c'est un endroit où on a banalisé le discours d'extrême droite dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'étranger. Oui, puis vous dites que c'est mal vu de critiquer l'antiterrorisme presque. Il n'y a pas vraiment de débat sur le sujet en France depuis longtemps. Il y a eu quelques essais au moment de l'affaire Mera, au moment de l'affaire Tarnac. Mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet de débat pour différentes raisons. C'est vrai. Après vos expériences au sein des services de renseignement, comment vous les avez vus évoluer, ces services? Est-ce que vous avez vu au départ qu'ils allaient dans une mauvaise direction? Est-ce que vous l'avez senti depuis longtemps? Ou de l'expérience que vous avez sur le terrain, qu'est-ce que vous en retenez? Je crois que les services de renseignement, d'abord, ont bénéficié, bien évidemment, de la menace terroriste. Il y a eu à peu près plus 11% d'investissement depuis 2014 dans les services de renseignement. C'est considérable. L'efficacité, évidemment, a augmenté.
mais il faut cantonner les services de renseignement et les services de police, de sécurité de manière générale, au rôle qui est le leur dans une démocratie et dans une république. Par exemple, avec la lutte contre la radicalisation, je crains qu'on ait réveillé des appétits de contrôle dont il ne faudrait pas regretter ensuite le fait qu'on les ait sollicités. Les services de renseignement font très bien leur travail, si tant est qu'ils aient les bonnes directives et qu'on les cantonne aux missions qui sont les leurs. Une dernière question, on va en guise de conclusion. Est-ce que concrètement, on peut dire qu'on en fait trop actuellement en matière d'antiterrorisme en France, selon vous? On en fait trop dans le discours, on en fait trop peut-être aussi dans la manière dont un certain nombre de thèses sont récupérées. On n'en fera jamais assez, évidemment, pour assurer la sécurité de nos concitoyens, mais le trop et le mieux dans ce domaine est souvent l'ennemi du bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, François Tullier. Je rappelle que vous êtes donc ancien officier des services de renseignement comme au RG ou à la DST et également chercheur. Et je rappelle le titre de votre livre, La Révolution antiterroriste, sorti aux éditions Temps Présent. Merci beaucoup, François Tullier, d'être venu sur TV5 Monde.